Bienvenue à tous. Notre couverture des réunions annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international se poursuit. Ici, tout le Gotha de la finance mondiale est réuni à Marrakech. Pendant une semaine, beaucoup de discussions, des négociations, mais aussi des présentations comme celle du Maroc, de la stratégie Morocco Now, parce que c'est une occasion, c'est une opportunité pour les pays de mettre en avant les opportunités d'investissement, parce qu'il s'agit aussi de séduire les investisseurs, les bailleurs de fonds, mais il s'agit aussi pour l'Afrique de mettre en avant ses atouts pour attirer des capitaux vers les pays africains, mais pas que, pour aussi encourager les capitaux à mieux circuler au sein même du continent, une certaine intégration financière, si on peut l'appeler ainsi. D'ailleurs, je poserai la question au vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, Mabouba Diagne. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de répondre à nos questions. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous accueillir dans nos studios ici de Média TV. Alors, 50 ans que les assemblées annuelles ne se sont pas tenues en terre africaine. La dernière fois qu'elles se sont tenues en terre africaine, c'était à Nairobi en 1973. La Marrakech représente aujourd'hui cet espoir que ces deux institutions de Bretton Woods, à savoir le FMI et la Banque mondiale, ont pour le continent. Vous, en tant que, justement, bailleur de fonds pour des projets de développement en Afrique, quelles sont d'abord vos expectations, vos attentes par rapport à une telle participation? Et est-ce qu'on peut attendre de telles rencontres pour l'investissement en Afrique? Permettez-moi d'abord, madame, de vous remercier de m'avoir invité et aussi de féliciter le Maroc pour l'exemplarité de l'organisation. C'est vrai que depuis Nairobi, les assemblées de la Banque mondiale ne sont pas tenues en terre africaine, mais là, je vous confirme la satisfaction totale des participants. Le Maroc a été à la hauteur. Quand je vois la beauté du site, l'exemplarité du site, comment c'est moderne, comment c'est beau, bravo Maroc. Maintenant, aujourd'hui, les opportunités en Afrique ne sont plus à démontrer. Les besoins en termes de financement et de développement ne sont plus à démontrer. Et je saisis cette occasion pour inviter non seulement la Banque mondiale, mais tous les bailleurs de fonds de répondre aux vrais besoins de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se nourrir par elle-même. L'Afrique a besoin d'avoir de l'électricité non seulement plus abordable, mais plus vert. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se soigner par elle-même. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de transformer ses ressources, non seulement agro-industrielles, mais ses ressources naturelles. Aujourd'hui, toute cette immigration clandestine que nous voyons, où nous voyons des milliers de jeunes essayer de quitter le continent africain, ça nous interpelle, nous tous. Et aujourd'hui, les différents guichets de la Banque mondiale, à savoir AFC, à savoir MIGA, la branche l'assurance, à savoir IDA, la division qui s'occupe des pays relativement moins avancés, est une opportunité unique pour faire du blending avec les banques de développement comme la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Au passage, je participe à cette réunion-là au nom de notre président, George Donkor, qui m'a demandé de venir le représenter. Et je salue combien le Maroc a osé organiser ce sommet sur sa troisième ville qui est Marrakech, mais qui a fait un travail extraordinaire. Le Maroc a montré que l'Afrique est capable et nous sommes capables, madame. C'est une belle preuve, en tout cas, de l'engagement de tous les acteurs africains, que ce soit du côté de la finance, mais aussi du secteur privé, comme des gouvernements africains, à faire entendre cette voix de l'Afrique. Alors, faire entendre la voix de l'Afrique sur les marchés financiers est chose simple, en connaissant la réalité des levées de fonds. 2022 fut une année exceptionnelle. Vous me corrigez si je me trompe. Oui, c'est vrai. Quid de 2023 ? On s'approche de la fin de l'année. Cette tendance est-elle ralentit-elle ? Si oui, pourquoi ? Comment rattraper ce retard ? Vous savez, aujourd'hui, vous avez un problème relativement intéressant et important. Aujourd'hui, il y a des structures, il y a des bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement qui ont pas mal de moyens.
Mais aujourd'hui, l'Afrique peut puiser aussi sur les fonds disponibles d'une manière globale en mieux jouant sa diplomatie économique. Aujourd'hui, nous savons que l'Afrique est amie de beaucoup de pôles politiques, à savoir le pôle européen, le pôle Inde-Asie, Russie, Chine, le pôle américain, le pôle nord-américain, le pôle asiatique, et aussi, n'oublions pas nos amis arabes. La Banque islamique de développement est en train de faire, avec des structures comme la BADEA, un travail extraordinaire en Afrique. Et aujourd'hui, cette pluridisciplinarité de notre partenariat pourrait booster, accélérer le développement de l'Afrique en mieux jouant sur notre diplomatie économique. Et moi, j'interpelle les gouvernements africains, les décideurs africains et leurs partenaires d'adresser et de focaliser leur intervention sur les secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires, c'est quoi? C'est l'agriculture et l'agri-industrie dans toute sa chaîne de valeur. C'est l'énergie renouvelable, que ce soit le solaire, que ce soit l'énergie hydraulique. Votre pays, le Maroc, a montré l'exemple. Regardez les parcs solaires, multimégawatts que vous avez fait. Regardez comment vous parvenez à vous nourrir vous-même. Et moi, je me suis dit que sincèrement, aujourd'hui, l'Afrique a tous les ingrédients pour se développer. Peut-être maintenant, le message à lancer, c'est de demander à des institutions comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, d'être un peu plus expéditifs sur leur manière d'intervention. Vous parlez, alors, si vous dites un peu plus expéditif, cela induit peut-être que les fonds sont là, mais on tarde à les débloquer pour ces pays, c'est ce que vous dites? Oui, beaucoup de gens disent que pour décaisser, ça prend trop de temps. Et les urgences et les priorités n'attendent pas. Peut-être dans la méthode, dans la célérité de leur intervention, la Banque mondiale devrait aller un peu plus vite. Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu la chance, comme je l'ai maintenant en échangeant avec vous, d'échanger avec des officiels de la Banque mondiale, mais aussi du FMI, et qui disent que ce ne sont pas les fonds qui manquent, mais que l'Afrique a besoin de plus de gouvernance, a besoin de mieux cibler les investissements pour répondre aux urgences. Donc, un peu les discours là sont un peu contradictoires. Vous connaissez la réalité du terrain. Pourquoi, selon vous, beaucoup de rapports de ces deux institutions insistent sur la gouvernance, sur une meilleure gestion des politiques publiques, notamment des recettes et des dépenses des pays africains? Est-ce que ces rapports sont, selon vous, adéquats pour la situation aujourd'hui des pays africains en 2023? Vous savez, madame, moi je dis souvent, s'il y a un malade qui est là, et le docteur lui dit, j'ai fait votre diagnostic, vous êtes malade, voici le médicament. Le malade, il a deux choix. Soit il ne prend pas le médicament, soit il le prend. Aujourd'hui, la Banque mondiale a le pouvoir de dire à ces États, voici ce que nous croyons que vous devez faire en termes de gouvernance. Si vous ne le faites pas, nous n'intervenons pas. C'est un swap entre de la bonne gouvernance contre une intervention. Mais quand l'intervention vient quand même, elle doit être musclée, assez conséquente et moins de bureaucratie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui disent Banque mondiale, venez nous aider, le fonds, venez nous aider, mais tellement les tracasseries sur les procédures de décaissement, sur leur mode d'intervention sont relativement lentes de temps en temps qu'ils préfèrent avoir d'autres canaux d'intervention. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une opportunité qui est là, où la Banque mondiale, le fonds et d'autres partenaires comme nous, comme la Banque africaine de développement, on peut accompagner les pays à améliorer la gouvernance contre une intervention plus conséquente pour aider ces gouvernements-là, pour aider ces pays-là à accélérer, à booster leur développement. Alors, vous avez évoqué un point très important, c'est la diplomatie économique. Est-ce qu'on peut parler, pour la région que votre banque représente, à savoir la CEDEAO, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, communauté économique bien naturellement, mais on parle de diplomatie économique, est-ce que déjà cette voix est unifiée aujourd'hui pour qu'elle soit entendue par ces institutions? Je vous confirme 100% oui. Et permettez-moi de vous donner des exemples. Aujourd'hui, on est en train de faire des autoroutes Lagos to Abidjan.
Le Sénégal est en train de faire des autoroutes pour se connecter sur le reste du monde, Mauritanie vers l'Europe. Le Sénégal est en train de construire des routes ou même des chemins de fer pour relier le Sénégal au Mali. C'est de l'intégration économique, ça. Tout à fait. Mais on ne s'arrête pas là. La CEDEAO est en train de booster, l'Afrique est en train de booster le commerce intra-africain. Free Trade Zone. Maintenant, les gens vont me dire que peut-être les économies n'ont pas les mêmes tailles. Demander au Nigeria de commercer avec, par exemple, le Cap-Vert ou la Guinée-Bissau, c'est peut-être disproportionné. Mais j'ai l'intime conviction, c'est le début d'un bon commencement. Aujourd'hui, un pays comme le Maroc, vous êtes quasiment autosuffisant. L'Afrique importe 35 milliards de dollars de denrées alimentaires. Peut-être une opportunité pour le Maroc et l'Afrique d'être plus intégrés. Mais quand on parle de cette intégration-là, ce n'est pas seulement des discours politiques. Nous demandons des institutions comme la Banque mondiale, des institutions comme la Banque africaine de développement, des institutions comme la BIDC, d'accompagner les pays, d'accompagner les trade blocs comme la CEDEAO et le Maroc, la CEDEAO et les pays de l'Afrique centrale à commercer entre eux. Donc pour vous, justement, pour une meilleure intégration, si j'ai bien compris, régionale, il faut des fonds. Il faut beaucoup d'argent. C'est cela. Parce c'est une question d'argent, au final. Aujourd'hui, vous voyez par exemple des petites PME marocaines qui font de très belles choses. Oui. S'il n'y a pas une route qui relie le Maroc, où il n'y a pas une bonne connexion logistique, les coûts logistiques font que le Maroc n'est pas compétitif. Et pour faire ces infrastructures-là, il faut de l'argent. Regardez le bel exemple que la CEDEAO a fait en reliant le port de Rosso au Sénégal. Un petit pont, le pont de la Gambie. Ça, c'est des petits exemples que les gens le voient. Mais il y a un autre exemple, c'est les barrières tarifaires. Et là, ce n'est nullement une question d'infrastructure et d'investissement en argent. Mais attends, mais ça vient. Aujourd'hui, c'est vrai, chaque pays, pour des raisons budgétaires, sont en train de grignoter par-ci, par-là, de la douane par-ci, par-là, mais on est dans la bonne direction. Je ne dis pas que tout est réglé, hein, mais on est dans la bonne direction. Aujourd'hui, des infrastructures communautaires régionales qui interconnectent nos pays. Et au passage, je félicite la CEDEAO pour avoir créé Sky. Quand Air Afrique était mort, aujourd'hui, il y a cette compagnie régionale qui relie presque tous les 15 pays de la CEDEAO. Et on l'a fait comment? La CEDEAO, en partenariat avec Ethiopian Airlines, a fait ce bel exemple de réussite. Peut-être ce sont des choses comme ça qu'on a besoin. Est-ce que les fonds, justement, je parlais des levées de fonds à l'international, de capitaux privés en l'occurrence, est-ce qu'on peut aussi aspirer à ce que les capitaux d'Afrique investissent en Afrique davantage? Madame, vous avez touché le point le plus sensible. Aujourd'hui, il faut que les pays africains, et vous me permettez d'être très direct, qu'ils cessent d'acheter des bonds du gouvernement américain, des bonds des pays étrangers. Les fonds de pension africains doivent investir l'argent en Afrique. Qu'est-ce qui les en empêche? Bon, pour 50 000 raisons. Oui, mais vous êtes le financier et on connaît les risques. Oui, non, attends, mais aujourd'hui, si le Maroc n'investit pas au Maroc, tu crois qu'un étranger viendra investir au Maroc? Et même si l'étranger vient investir au Maroc, c'est selon ces termes. Aujourd'hui, le Sénégal a investi dans des infrastructures stratégiques comme le métro, le TER, le BRT, regardez les autoroutes, regardez l'aéroport. Et il fallait oser. Le gouvernement sénégalais, que je félicite au passage, on fait un excellent travail. Et tu le vois quand nos voisins viennent nous voir. Exact. Aujourd'hui, vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, regardez les ponts que le président Ouattara est en train de faire, et c'est extraordinaire. Maintenant, tout ce que je demande à ces pays africains-là, de se refocaliser sur les secteurs de priorité, qui sont l'agriculture et l'agro-industrie dans toute sa chaîne de valeur. En priorité. En priorité. Et madame, vous me permettez, avec l'agriculture est le seul secteur qui va créer des centaines de milliers d'emplois. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Le Sénégal importe 1 million de tonnes de riz. À raison de 5 tonnes à l'hectare, il faut à peu près 200 000 hectares.
Imaginez que... Il ne manque pas au Sénégal ces 200 000 Merci hectares. beaucoup, madame. Non Mabouba seulement Diagne. il ne manque pas ces 200 000 hectares, il y a de l'eau et il y a de la terre. Pour aménager, disons, 7 millions, disons, pour faire un petit calcul, 10 millions de francs CFA pour aménager un hectare. 10 millions multipliés par 200 000 hectares, quand même. Vous n'allez pas me dire qu'avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, le Fonds, toutes ces banques de développement-là, ils ne peuvent pas accompagner un pays comme le Sénégal à aménager 200 000 hectares. Mais qui prendrait cette initiative? Est-ce que c'est l'État du Sénégal? Est-ce que c'est le secteur privé? Aujourd'hui, si on voit des centaines de milliers de jeunes Sénégalais faire de l'immigration clandestine, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle et le secteur privé, et le secteur public, et les bailleurs de fonds, et la communauté internationale. L'exemple de l'Ukraine a montré qu'un petit pays peut avoir des ramifications internationales, global impact. Aujourd'hui, je lance, et vous m'excusez de me répéter, je lance un appel à la Banque mondiale, au Fonds, avec tous leurs guichets, MIGA, AFC, AIDA, de collaborer davantage avec des banques de développement comme les nôtres, la BIDC, la BOAD, la Banque africaine de développement, la BADEA et la Banque islamique de développement, et aussi nos partenaires américains, européens, canadiens, asiatiques, chinois, pour venir aider. Mais moi, je ne crois plus à aider pour aider. Je suis de l'avis de remodéliser l'aide au développement. L'Afrique, ce n'est pas de l'aide Colombo. On veut un partenariat économique gagnant-gagnant où tout le monde se sent. Parce qu'aujourd'hui, si je vous. L'Afrique ne veut plus être un mendiant. L'Afrique veut être un bon partenaire économique. Venez en Afrique, mais co-développons, co-industrialisons l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction qu'avec les banques de développement que je viens de citer, on a tout pour co-développer l'Afrique, co-industrialiser l'Afrique. Faire de telle sorte que l'Afrique se nourrit elle-même, faire de telle sorte que l'Afrique... L'Afrique a le continent qui a le plus de soleil dans le monde. Regardez un pays comme l'Allemagne, qui a moins de soleil, produit autant d'énergie solaire que l'Afrique. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. Mais alors, vous avez parlé d'agro-industrie, l'énergie aussi, et, enfin, si j'ai bien compris, le deuxième secteur le plus important après l'agriculture ou l'agro-industrie. Justement, est-ce que cela bloque au niveau des investissements? C'est cela, selon vous? Parce que vous êtes au contact justement des investisseurs, Mabouba Diagne. Est-ce que ça s'arrête à ce déclencheur peut-être pour attirer ces investisseurs privés à se lancer dans des secteurs comme l'énergie qui est très budgétivore? Vous savez, jusque-là, j'ai l'impression que de temps en temps, sur les 15 pays que la BIDC couvre, de plus en plus nous voyons les autorités et les gouvernements faire certaines petites erreurs. Il y a un job qui est le job du secteur privé. Mais, permettez-moi de prendre par exemple un petit exemple sur l'agriculture. Imaginez qu'on dit au Sénégal, on veut aménager 200 000 hectares. Pour un player du secteur privé, de venir aménager 200 000 hectares, c'est trop demandant. Par contre, l'État peut dire au secteur privé, laissez-moi, l'État, emprunter de l'argent, aménager les terres agricoles, créer des centres de mécanisation, amener l'eau, et maintenant, vous, le secteur privé, vous venez cultiver. Les infrastructures de base sont extrêmement coûteuses. Aujourd'hui, l'Afrique doit comprendre que faire des infrastructures agricoles a même plus d'importance que faire des routes. Parce qu'avant de se déplacer, il faut se nourrir d'abord. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi, je lance un appel à ces pays africains, à ces gouvernements, à ces bailleurs de fonds. Aider l'Afrique à faire des infrastructures agricoles pour se nourrir d'abord. Utiliser le solaire, l'hydraulique, pour produire de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, c'est dommage que plus de 80% de l'énergie produite en Afrique est du thermique. Et pourtant, on a du solaire. Et tout le monde à Paris, Nairobi, partout, les gens ont fait des engagements vis-à-vis du climat. Maintenant, il n'est plus temps de parler, mais il est temps d'agir. Est-ce que la géopolitique s'infiltre dans la finance, en connaissant les épisodes récents dans la région de la CEDEAO? Absolument. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Le général de Gaulle disait, un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. C'est le cas de la France aujourd'hui, enfin.
Bon, c'est le cas de la France en Afrique aussi. Et oui, d'autres pays. Hein. Exactement. On ne va pas se voiler la face pour reprendre... Quand il y a eu des blocages sur le corridor Russie-Europe sur le gaz, on a vu que les Européens commencent à se tourner peut-être sur certains pays producteurs de gaz. Mais ça, c'est, je vous dirais, conjoncturel. Aujourd'hui, je vous donne un petit exemple. Un pays comme l'Allemagne sont connus, ils savent faire des machines, ils savent faire des industries. Venez en Afrique, aidez-nous à faire ces usines, même si c'est des usines de copropriété, et on exporte ensemble. La Côte d'Ivoire produit plus de 1 million de tonnes de noix d'acajou. 1 million de tonnes de noix d'acajou. Moins de 10% est transformé. Vous imaginez si l'Allemagne venait dire à la Côte d'Ivoire, faisons un partenariat win-win. Moi, je vous installe 50 usines de noix d'acajou, de transformation de noix d'acajou, et vous passez une loi qui dise que tous les millions de tonnes seront transformés avant d'être exportés. En 3 ans, le financement il est remboursé. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais il faudra une volonté politique. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je dis à la communauté internationale, il est temps que l'on collabore, que l'on fraternalise, mais d'une manière honnête et sincère. Les récents événements qui se sont passés sur l'Afrique de l'Ouest montrent que quand une coopération est unidirectionnelle, ça peut amener des perturbations. Et aujourd'hui, l'heure est à la diplomatie économique et les bailleurs de fonds peuvent jouer le rôle de quoi de transmission. Mabouba Diagne, alors nous sommes au Maroc, vous avez évoqué l'exemple du Maroc, et vous connaissez les exemples de coopération du Maroc. Comment cela, selon vous, selon le financier que vous êtes, peut se concrétiser davantage à travers ce genre de plateforme dans lequel se rencontre tout ce gotha de la finance et du secteur privé, et aussi penser à cette jonction africaine via le Maroc pour la colocalisation et l'industrialisation du reste du continent. Parce que le Maroc est un pays africain. Madame, le Maroc a fait des progrès extraordinaires ces 20 dernières années dans le domaine de la banque et de l'assurance. Aujourd'hui, des banques comme Attijari, des banques comme BOA, des banques, ils ont fait une pénétration extraordinaire en Afrique. Aujourd'hui, prendre des industriels marocains que ces banques connaissent, les accompagner en Afrique, venir en Afrique, co-investir avec des Africains. Ne faites pas l'erreur que certains partenaires ont fait dans le passé. C'est venir mettre le drapeau et envoyer un sentinelle. Ça, l'expérience a montré que ça ne marche pas. Regardez l'exemple de Veritas. Veritas, les 2 pays qui ont excellé, c'était Côte d'Ivoire, il y avait le patron, il était ivoirien. Le Maroc, le patron, il était marocain. Mais il y a déjà des industriels. Il y a des industriels dans l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, de grands groupes marocains, pour ne pas les citer, qui sont déjà implantés. Il est question aussi de booster cette industrialisation. Justement, aujourd'hui, l'opportunité et le mot d'ordre doit être fast-track. Nous avons besoin de plus d'opérateurs marocains, plus d'accompagnement, parce que des fois, ce n'est pas aussi facile d'aller dans un pays étranger. Et j'ai l'intime conviction qu'avec la présence des banques marocaines de plus en plus en Afrique, il pourrait être le couloir de transmission pour booster ce développement-là. Et co-industrialiser l'Afrique. Pour moi, co-industrialisation, c'est le mot. Et aussi exporter Maroc Inc. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui marche très bien déjà au Maroc. L'exporter en Afrique, mais avec des partenaires locaux, boosté par un financement bien dosé, avec les banques de développement qui doivent faire leur job, avec les autorités locales qui doivent faire leur job, avec les privés locaux qui doivent faire leur job. Et moi, je crois que le master of cérémonie de tout ça pourrait être la Banque mondiale. Merci beaucoup, Mabouba Diagne, vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, madame. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc cet entretien que nous avons réalisé en marge des réunions annuelles FMI Banque mondiale qui se tiennent ici à Marrakech et que nous couvrons pour vous. Merci à tous.